Bonjour à tous et merci d'être venus malgré les intempéries au château de Fontainebleau. Alors, on va vous présenter un célèbre événement qui était organisé tous les ans par les élèves des Beaux-Arts, un grand bal costumé qui prenait le nom de bal des Quatzars, à ne pas confondre avec les Gazards qui étaient les garçons des arts et métiers, donc des ingénieurs. Nous, les 4 arts, c'est le diminutif des 4 sections de l'école des Beaux-Arts, donc ce sera un bal d'artistes dont il sera question. Et sa fourchette chronologique commence de l'extrême fin du 19e siècle pour s'arrêter dans les années 60. Alors, c'est une présentation à 2 voix qu'on va vous proposer. On est venu à ce sujet par des biais un petit peu différents. Stéphane, je te laisse t'introduire. Oui, bonjour, merci. Alors, tout simplement, ma route a croisé celle du bal des Quatzars lorsque j'ai trouvé et inventorié le fonds de l'architecte Paul Tissier, dont on va vous reparler en fin de conférence, et qui était le président du comité du bal des Quatzars de 1909 à 1913. Et donc, il est par là, j'ai eu accès à beaucoup de documents documents iconographiques, etc. Donc, je me suis intéressé au bal des Quatzars. Quant à moi, en fait, j'ai connu le bal des Quatzars par le biais du monde associatif, voulant m'investir dans les associations d'étudiants historiens d'art. J'ai rencontré les personnalités d'une association assez ancienne qui s'appelle la Grande Masse des Beaux-Arts et qui rassemble tous les anciens élèves des Beaux-Arts. Et par leur biais, j'ai été introduite à cet univers assez secret sur lequel finalement peu de collections sont conservées dans les institutions publiques. Et par ce biais, parce que c'est un sujet immatériel et qu'il fallait s'appuyer sur des témoignages et donc obtenir la confiance de ceux qui accepteraient de livrer leurs souvenirs, c'est par ce biais que j'ai choisi ce sujet comme sujet de thèse de doctorat, donc entamé depuis plusieurs années. Et donc c'est un travail en cours qui vous est présenté aujourd'hui en guise d'introduction sur le sujet. Alors, pour commencer, lorsqu'on travaille sur le bal des Quatzars, avec des fourchettes chronologiques très précises, on se pose la question de cette idée de se déguiser pour les artistes et des antécédents possibles, même si j'ancre donc ma recherche dans la fin du 19e siècle. Là, on est au 18e siècle. On est à Rome, pour le carnaval de Rome, avec ces 2 illustrations, l'une d'après Joseph-Marie Vien et l'autre d'après Jean-Baptiste Marie-Pierre. Et on voit en fait la caravane du sultan turc, donc une turquerie, un char de turquerie organisé, décoré, et dont les personnages sont les pensionnaires de l'Académie royale de France, donc l'équivalent de nos pensionnaires prix de Rome à partir du changement de régime. Et là, donc, une chinoiserie qui avait fait pour ces 2 événements grand bruit, et on en a même fait des gravures qui ont été envoyées depuis les ambassades, etc. Donc c'est une des premières, dès le XVIIIe siècle, grand moment de participation à une fête populaire, le carnaval, mais avec une certaine tonalité, puisque ce sont des artistes qui vont donc prendre grand soin à élaborer tout l'univers de ces chars et de ces costumes. Alors, retournons à Paris, à l'école des Beaux-Arts, dont vous avez ici une image du fameux palais des études, construit par Duban dans les années 1860, et sous le Second Empire. Et l'image que vous avez est signée de Villette, le célèbre illustrateur de Montmartre, du Chat Noir. Et on a cette illustration, en fait, a été faite pour un menu de l'association des anciens élèves des Beaux-Arts, et on voit déjà se mettre en place en fait une iconographie un peu codée, où on voit en fait un modèle nu, s'échappant, sortant du cadre, sortant peut-être de la peinture
sortant de l'image, devenant vivante, avec un chat noir, symbole de la liberté, de l'anarchie, enfin du symbole en fait des poètes de Montmartre. Et on voit derrière aussi le casque qui pourrait s'associer en fait aux autres traditions développées, traditions carnavalesques qu'on va développer dans cet exposé, liées en fait donc. On voit une certaine histoire. Vous voyez, elle porte malgré tout sa palette, son maillet, ses pinceaux, et certainement son stylet, etc. Donc les attributs des quatre principaux arts. Et elle est bien dans l'école, mais elle s'en échappe aussi. Et c'est un peu aussi ce qu'on propose de faire, parce que au lieu de parler d'une histoire institutionnelle de l'école, en s'appuyant sur l'évolution des enseignements, les grandes réformes, les grandes figures d'enseignement, les grands directeurs, là on sort en quelque sorte du cadre parce qu'on propose une autre histoire, celle des élèves de l'école. Donc c'est aussi changer de point de vue. À côté, vous avez une invitation qui serait pour nous un peu une sorte d'ancêtre. Donc l'école des beaux-arts est constituée d'ateliers avec des patrons, des artistes reconnus, des grands maîtres, qui constituent donc des ateliers dans les différentes disciplines qui sont enseignées. Ces ateliers ne sont pas tous à l'école des beaux-arts, et ils ont tous, en tout cas, il y a à l'intérieur de l'atelier, le patron est considéré comme une sorte de père, il faut être accepté, il y a une sorte de famille, il y a des rites de passage pour être introduits dans l'atelier. Et déjà, dès le 19e siècle, chaque atelier développe très rapidement ses propres fêtes. Et souvent, donc, des cartons, on retrouve aujourd'hui les traces de ces fêtes à travers des cartons d'invitation qui mettent en scène ce qu'on appelle l'humour rapin. Alors oui, voilà quelques exemples de ces cartons d'atelier et des univers donc, qu'on peut utiliser. Vous voyez là l'Égypte qui est utilisée et en même temps détournée, parce que vous voyez dans la partie supérieure, on va avoir la palette au centre pour avoir une sorte de déformation et toujours de lien avec les activités de l'atelier et donc des fêtes, des dîners en l'honneur du patron qui peuvent nécessiter la création de décors et de costumes. Donc on est déjà, mais dans l'entité petite, celle d'un atelier, dans l'organisation de ces fêtes avec multiples références. Là vous voyez que tous les noms des plats qui vont être proposés s'inscrivent dans des cartouches, donc vraiment une utilisation des formes. Si ces questions vous intéressent, une seconde table ronde demain revient sur ces questions de caricature et architecture et les liens forts entre l'enseignement et la vision que peuvent en offrir ces documents. Alors là, par exemple... Alors là, c'est encore une fois, c'est une manière de détourner l'histoire de l'art, en fait. On est ici, parce qu'à chaque fois, c'est à la fois savant, très renseigné et parfaitement imité. Les artistes montrent aussi toute leur capacité là-dedans. Ce ne sont pas des choses faites à la légère, et on va voir qu'ils s'investissent énormément dans ces questions-là. Et donc, c'est le cas de cette autre invitation où on voit un tampon en haut, au-dessus de ce qui nous semble être un chapiteau roman, une reconstitution d'un chapiteau roman. Vous voyez, École nationale des beaux-arts, concours d'émulation. Alors effectivement, à l'époque, il y avait ces concours où on mettait effectivement une reproduction de chapiteau et chacun devait faire le meilleur dessin.
Sauf que là, l'exercice est détourné et on voit des escargots, un cuisinier, des écrevisses, etc., etc. Et sous la colonne en dessous est gravé le menu de ce repas d'atelier. Voilà. Et qui prend pour titre « Projet de restauration ». Donc vous comprenez bien le jeu de mots entre le restaurant et la restauration du patrimoine. Et en ce qui concerne justement les concours d'émulation, c'est un des fondements de cet enseignement de l'École des Beaux-Arts qui veut, pour sortir les meilleurs élèves du lot, essayer de créer l'émulation. Donc en fait une saine concurrence qui permette à certaines personnes de s'élever au-dessus des autres. Et en fait on verra que ce système de l'émulation, on le retrouvera de façon déformée dans l'univers des élèves eux-mêmes, puisqu'ils vont se mettre en concurrence, y compris pour la fête, où il va y avoir des concours, notamment des concours d'ingéniosité. On imagine très bien que cet élève qui a proposé ce dessin a dû être confronté à d'autres qui avaient d'autres projets. Donc l'émulation est partout. Autre jeu de mots. Oui, alors en fait l'humour s'insère partout, c'est-à-dire dans toutes les choses sérieuses. Il y a quand même une pression qui est généralement quand même très forte dans ces concours, puisque toute la vie de l'étudiant, ses résultats scolaires, etc., tiennent à ces résultats dans les concours. Et là, nous avons un rendu d'un élève. Bon, c'est un élève. Le concours Godefroy, qui était considéré sur l'art décoratif plutôt. Là, le sujet était une devanture de bronzier. Et en fait, au-dessus de la porte, le nom du bronzier imaginaire est Auxerre. Donc en fait, encore une fois, il y a, même dans les rendus les plus sérieux, et c'était fait pour être présenté devant les professeurs, il y a cette volonté de rire. Et celle d'à côté, en fait, on voit aussi encore... Là je pense que ça se passe de commentaires, mais on voit très bien l'idée même de tribu, en fait. Vous voyez le personnage derrière qui rampe avec son thé dans la bouche. Évidemment, c'est un thé d'architecte, c'est aussi tous les attributs des différentes disciplines, et notamment là chez les architectes, qui viennent parsemer cette iconographie. Alors une citation qui résume bien ce qu'était le bal des 4 arts, je ne sais pas si tu veux la lire. Donc, le bal des 4 arts n'est pas une fête tout à fait comme les autres, c'est quelque chose de bien plus important, le dernier refuge de la fantaisie de l'école des beaux-arts, le sourire de la vieille maison, l'aboutissement logique de toutes les traditions transmises de génération en génération, avec le fameux hymne du pompier et de son casque qui, de loin, donne presque l'air d'un guerrier. Le bal des 4 arts est à notre époque, il parle dans les années 20, une manière d'anachronisme, l'esprit qui l'anime date d'un temps passé, l'esprit rapin, a de moins en moins l'occasion de se manifester avec sa bonhomie, sa liberté d'allure, sa franchise, sa belle santé morale et physique, mais il s'épanouit le soir du bal et rattrape le temps perdu. Donc, la personne qui écrit ça dans les années 20, et vous voyez qu'on a déjà l'impression dans les années 20 d'un effet d'anachronisme. En fait, la grande période des balles de carnaval notamment, c'est le 19e siècle. Or, l'histoire du bal des 4 arts se situe à l'extrême fin du 19e siècle et va se prolonger jusqu'au milieu des années 60. Donc il y a d'une certaine manière un effet anachronique et une espèce de survivance du carnaval dans ce milieu des artistes qui affectionnaient particulièrement ce détournement et ces festivités. Quelques mots juste peut-être sur ce qu'est l'humour rapin, parce que ce n'est pas un mot commun. C'est en fait de l'argot d'atelier. Non, pas tout de suite. De l'argot d'atelier, c'est en fait une déformation de peintre. L'humour rapin, c'est l'humour des peintres, et le pendant serait pour les médecins l'humour carabin, donc terme là encore d'argot, qui désigne le monde des artistes. Lorsqu'on veut aborder le bal des 4 arts, on parle souvent aussi d'humour potage, d'humour grivois. Il faut voir que, en effet, l'humour au bal des 4 arts, c'est d'une part cet humour artiste, donc l'humour rapin. L'humour potage, c'est l'humour des collégiens. Et en fait, comme ce sont des peintres en formation, il y a là encore une petite teinte
d'humour potache qu'on peut voir poindre. Et quand il s'agit de ce qu'on appelle l'humour grivois, donc souvent avec une connotation sexuelle, en fait, le terme, apparaissant au XVIIe siècle, renvoie aux soldats, aux fantassins, et il y a tout un univers guerrier aussi qui est développé par ces élèves des Beaux-Arts. Ils veulent se référer à des peuples du passé, surtout des peuples guerriers, pourquoi pas des mercenaires. Et leur hymne, qui est évoqué dans cette citation, l'hymne du pompier, en fait, c'est une sorte de guerrier fantasque dont on dit que son casque va lui donner du courage, etc., etc. Et ça fait, c'est une des musiques qui berce cette tradition du Quetzar. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de bals différents qui ont lieu selon les ateliers, chacun ayant sa tradition. Au bout d'un moment, dans les années 1880, à la fin des années 1880, disons, où en plus, dans un contexte de plus en plus intéressant, où en fait Paris devient vraiment une capitale des arts très importante, il y a Montmartre qui devient absolument célèbre. C'est là que un des massiers de première classe, alors le massier, peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est, un massier. Alors en fait, oui, très brièvement, hein, mais là encore, on pourra y revenir demain si ça vous intéresse. L'organisation en atelier fait qu'on met de l'argent en commun, on fait masse de cet argent, et il y a un responsable pour cet argent qu'on appelle le massier. Chaque atelier a un massier, et petit à petit, les différentes sections de l'école des Beaux-Arts cherchent à s'organiser un petit peu mieux, et ils vont avoir un référent pour toute une branche, par exemple pour l'architecture. Ce sont les premiers à mettre ce système en place, et donc le premier grand massier des architectes sera Henri Guillaume, ici qui vous est représenté déjà âgé et plein dans sa carrière, hein, il aura une carrière d'architecte, mais celui qui invente ce bal, il faut imaginer que c'est un jeune homme qui par ailleurs est le frère d'un illustrateur de presse, Henri Guillaume, très connu pour ses satires. Je pense qu'on verra des caricatures de lui tout au long du festival, qui sont signées donc par Albert Guillaume, pardon. Et en fait, grâce à ce contact avec la presse et avec les grands patrons de presse, on va passer de petites soirées d'atelier, petits dîners d'atelier, à un grand rassemblement dans une grande salle louée, grâce au contact qu'avait le frère d'Henri Guillaume avec le monde de la presse et du courrier français, qui était célèbre pour un bal désormais complètement oublié, le bal du courrier français, ce qui a permis au bal des Quetzars de naître dans la salle de l'Élysée-Montmartre, puis au Moulin Rouge, donc dans les grandes salles parisiennes, au fur et à mesure de son histoire. Oui, l'idée de Guillaume est donc de mettre ensemble toutes ces forces des ateliers, toutes les forces des différents. C'est lui qui forge ce terme, hein, des Quetzars, et qui va se perpétuer. On peut signaler que dans la première année, quand même, c'est avant que ça soit les 2 premières années, je crois, avant que ce soit les graveurs, ce sont les poètes en fait qui sont. Et il y a donc ce lien très fort entre Montmartre, je dirais la rive droite, et l'école des Beaux-Arts, ou le quartier latin, plus exactement, sur la rive gauche. Et là, on voit une illustration de comment l'atelier Cormon traduit aussi son univers, son défilé, en fait, et l'univers du patron est bien représenté, hein, en fait. Le peintre Cormon est connu pour ses scènes préhistoriques, Abel, Caïn, etc. Et donc les élèves vont choisir tous de répondre à cette identité et de s'habiller de peau de bête pour participer au défilé. Et il faut voir qu'à ce moment-là, donc dans les premiers temps du bal, on va avoir d'autres ateliers qui vont revêtir d'autres références liées à leur patron. Et donc, on va trouver dans le même défilé des populations très, 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 très variées. Par exemple, les peintres orientalistes vont se retrouver avec effectivement des ateliers qui vont faire des défilés orientaux avec des dromadaires et des chameaux en carton, etc., etc., etc. Voici l'invitation très rare donc au premier bal de 1892.
avec, vous le voyez tout de suite, un dessin supprimé par la censure, et en quelque sorte, c'est toute l'histoire du bal là qui déjà se présente. On voit qu'au départ, c'est quelque chose de très simple. Vous voyez qu'on est en fait avec du très mauvais papier, ce qu'on appelle le papier boucherie, donc comme le papier d'emballage des aliments. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en conserve peu, parce que c'est de trop mauvaise qualité. Donc c'est important pour ce point de départ, parce que voilà, le dessin supprimé par la censure en dit long. Humour de Rapin, est-ce qu'on n'a pas eu le temps de faire une illustration, ou est-ce qu'au contraire, on veut montrer que si on avait dessiné quelque chose, de toute façon, ça aurait été censuré. Donc on voit aussi qu'il y a un certain nombre d'attractions qui ont lieu durant ce bal. Donc c'est pas seulement un lieu où on danse, c'est un lieu où vont se passer des tas de choses, mais on développera ça. Peut-être je vais vous lire juste une chose qui est importante, parce que c'est un tout petit. L'habit noir, la blouse, le costume bourgeois et le caleçon de bain sont interdits. Le costume débraillé est de rigueur. Les portes ouvriront à minuit. Entrée du célèbre crocodile, escorté d'un escadron de cavalerie, réception par la fanfare de la butte, etc. etc. Voici le programme des réjouissances. Alors, très vite, en fait, on va voir à différents moments, pour évoquer ça assez rapidement, on va un peu à l'exemple, par exemple, du bal des incohérents ou d'autres de l'époque. Bal du Courrier français, faire appel à des illustrateurs assez célèbres à la mode pour illustrer le bal. C'est quelque chose qui ne va pas rester très 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 longtemps et qui va, après, plus ça va aller, le bal va être indépendant. Donc là, Murat ou Jules Chéret. Oui, en fait, cette époque où on fait appel à des illustrateurs extérieurs va vite être abandonnée au profit justement de créations qui vont être réalisés par les élèves eux-mêmes, et ils vont vraiment constituer en faire l'objet de concours entre eux, donc essayer tous les ans de choisir qui va illustrer la chose. Alors, les débuts retentissants du bal, c'est la 2e édition, en 1893, parce qu'il va se passer un scandale. En fait, dans ces fameux défilés, on va utiliser des modèles dénudés. De toute façon, on les voit nus dans les ateliers, donc ça ne choquera personne. Seulement là, elles vont être portées dans la ville, notamment un modèle célèbre de l'école des Beaux-Arts, Sarah Brown, porté en Cléopâtre sous un palanquin dans l'enceinte du bal. Un journaliste va parler de cet événement et ensuite une plainte sera posée pour attentat à la pudeur par un sénateur, le sénateur René Béranger, qui sera ensuite caricaturé pendant des dizaines d'années. Il y aura même des chansons sur lui. Et le terme de père la pudeur viendrait de ce personnage de Béranger. Un sénateur qui est également célèbre pour avoir été le premier à avoir fait des lois de protection des mineurs. Donc c'est pas forcément qu'un personnage... Et contre la prostitution. Contre la prostitution, etc. Donc c'est pas forcément qu'un personnage très négatif. Mais en tout cas, il est très imperméable, on va dire, à l'humour et des Khazars. Et ça va même virer assez clairement à une sorte d'affrontement, effectivement. Oui, en fait, il faut aussi se resituer. On voit peu de femmes nues. Même lorsqu'on va au Moulin Rouge voir la Goulue, elle porte un maillot de chair. Donc on ne voit pas directement sa peau. Les rares professions où on a directement un contact avec le corps nu de la femme, entre autres, ce sont les médecins et les artistes. Ils ont ça en commun et auront d'ailleurs des bals assez en commun liés à cette nudité et donc des affrontements terribles. Suite à ce procès, on va avoir des personnages qui vont s'élever contre cette condamnation. Et de toute façon, le procès va tourner assez ridicule. Il y aura une peine tout à fait symbolique qui sera faite à l'encontre des organisateurs et des modèles incriminés. Et en fait, ce qui sera pointé par beaucoup des contemporains, c'est cette idée de manque d'honnêteté face à la nudité et en fait face à l'indécence. Qu'est-ce que l'indécence ? On va chercher à voir que l'indécence pointée par le bourgeois, par le modèle bourgeois, n'est pas forcément une indécence condamnable. Donc là, dans cette citation, on nous explique... Je
Georges de Montorgueil explique dans le Paris dansant, parce qu'il se lance dans le combat, chaste dans sa liberté, sans que l'obscénité soufflât le moindre conseil impur à ces bons garçons, futurs membres de l'Institut, là on souligne la pique, tout à la joie d'une folie carnavalesque énorme, ainsi s'écoula cette nuit des Quatzars. Je n'ai de ma vie vu bal plus décent. Je regrette que la Ligue contre la licence n'y ait point assisté. Elle aurait appris, pour son profit et le nôtre, que tout est relatif et qu'il y a plus d'impudeur dans les épaules de Madame X au bal de la présidence, des ministères et de l'hôtel de ville que dans tout le corps divinement nu de Sarah. Mais en plus de ça, ça va causer de grands troubles dans le quartier latin, des soulèvements étudiants terribles, d'autant plus que ce personnage, le sénateur Béranger, vit dans le quartier, donc tout le monde va aller en monôme se plaindre sous ses fenêtres, et ça tournera à l'émeute, d'autant plus que des anarchistes, j'allais dire comme toujours, s'infiltrent dans la brèche et politisent en quelque sorte ce qui n'était qu'un mouvement de défense et de protestation, et la répression policière sera équivalente à cette implication des anarchistes, et il y aura quelques dommages collatéraux, entre autres ici dans cette représentation qui est apparue dans la presse, le café d'Harcourt au coin en fait de la Sorbonne, où un jeune homme qui se trouvait à une terrasse de café est mort suite à l'envoi d'un projectile dans ces émeutes. Donc en fait ce sera une sorte de mini-mai 68 avant l'heure, en 1893, qui poussera même le préfet de police d'alors à la démission, et qui sera remplacé par un très célèbre préfet de police, Lépine, que vous connaissez pour le concours Lépine, mais qui était également tout à fait favorable à ce type de grands événements, et qui remettra quelques années plus tard le défilé du bœuf gras. Donc il était pour encourager ce type d'événements festif et carnavalesque. Autre élément de résistance, donc je vous disais qu'on caricaturait souvent ce sénateur Béranger. Là, c'est un caricaturiste qui s'appelle Charles Léandre, très connu dans la presse, qui nous propose ici le costume dans lequel il était en 1901, dans le bal des Quatzars de 1901. Donc vous voyez en fait qu'on a déjà, les années ont passé, mais les souvenirs restent. Et donc là, c'est Madame Anastasie, comprenez la censure, qui a d'ailleurs les ciseaux, on voit les ciseaux qui tiennent à sa ceinture entre les jambes, donc sous les traits du sénateur René Béranger, qui tient l'amour emprisonné, mutilé et meurtri dans une cage que l'on voit derrière, et ensuite, dans toute la marche qui est suivie, des personnes qui sont sages et bien pensants, donc tous ceux qui suivent cette idée de censure. La ligue les ligues vertueuses, en quelque sorte. Mais on voit on voit la justice, les bourgeois, etc., en fait, tout ce qui constitue en fait, un petit peu la société de l'époque. 1893. Alors donc, le procès fait quand même un dommage important, puisqu'Henri Guillaume ne peut plus être le président du bal. D'où importante décision des camarades, on va dire, c'est de décider de former un comité. Ce comité aura un président, mais en fait, les responsabilités seront plus diluées en quelque sorte. On pourra moins fixer la responsabilité sur une seule personne. Ce comité va être, je dirais, l'organe le plus important du bal, l'organe évidemment organisateur, et c'est lui qui va permettre cette résurrection. Et c'est clairement quelque chose qui est mis en place dans ce visuel d'Albert Guillaume, donc dans le frère d'Henri Guillaume, qui montre une caricature en fait, qui s'inspire donc du tombeau du Christ, enfin des soldats endormis devant le tombeau du Christ. Et là, le tombeau s'ouvre et les Quatzars, sous forme de 4 jolies parisiennes... Et qui sont les 4 modèles incriminés dans le procès, sortent du tombeau, et les soldats évidemment sont remplacés par les gendarmes avec leurs gourdins. Donc maintenant on a compris qu'il va falloir être subtil et faire passer le message en fait toujours de façon ironique, en douce, etc. Et donc il y aura toujours ces sous-entendus, et là, c'est un exemple parmi des millions de dessins extrêmement drôles qui reprennent ce message.
une mère sans danger peut y conduire sa fille. Alors là, encore une fois, on va rentrer à l'intérieur d'un carton, un carton de 1911, qui a pour thème, le bal a pour thème Babylone. Alors, évidemment, il reproduit le puissant Quetzar qui fait courir sur son bras des jeunes filles nues, tandis qu'au fond, il y a des jardins suspendus dans lesquels on s'ébat. Alors justement, en fait, ce qui est important, c'est de noter qu'à partir de ces moments qu'on va vous présenter, il y a une sorte de repli. L'école des beaux-arts et ses ateliers vont s'approprier l'événement, vont en faire quelque chose de beaucoup plus privé pour pouvoir être libres d'y faire ce qu'ils veulent. Et de ce fait, il y a une contamination de l'esprit de l'atelier qui va se développer sur les cartons. Donc on ne fera plus appel à des affichistes connus, on va essayer de se créer une identité et surtout de faire la fête chaque année autour d'un thème pour que tout le monde puisse répondre de la même manière à l'événement. Donc au lieu d'avoir différentes tribus, on va avoir, donc, selon les ateliers avec chacun leur identité, on va au contraire avoir un grand thème fédérateur. Donc ici on avait Babylone. Et là, on reconnaît sous les pieds du puissant Quetzar, donc, un serpent, vous voyez, qui est écrasé, qui est tenu par le personnage principal. Et ce personnage, ce serpent, il a des traits qu'on commence à bien connaître, les traits évidemment du sénateur Béranger. Vous voyez qu'il a une feuille de vigne fixée sur le sexe, et la formule « Honi soit qui mal y voit » qui est écrite sur ses cheveux. Alors, évidemment, la nudité et les provocations vont toujours être, d'une certaine manière, un des grands combats en fait, du bal, une des récurrences. Non, c'est pas marqué ici. Mais ce qui est assez drôle, c'est que sur tous les cartons, généralement, il y a écrit l'exhibition. On vous rappelle que l'exhibition du nu est interdite. Et donc, c'est vraiment, on fait attention à ce que ça, légalement, on ait fait passer l'avertissement. Mais évidemment, comme vous le voyez, il en est très peu tenu compte. Et c'est presque une sorte à celui qui ira le plus loin dans la provocation, dans le minimum, etc. De la même manière, en fait, il y a toujours des thèmes, mais comme la nudité prend une grande part, on aura en fait des accessoires qui vont changer, des coiffes, des bijoux, mais une certaine unité dans toutes les photos que vous allez voir, parce que une grande part de nudité. Alors, on va passer un petit peu plus justement pour essayer de décrypter les grands caractères de cet humour Quetzar. Oui, alors voilà, on peut s'emparer, à chaque fois, il s'agit de s'emparer aussi d'un thème historique. Et là, on rappellera l'histoire de l'impératrice Théodora qui dévoile son corps à la foule. Pour ce bal de 1904, encore un carton d'Henri Rapin tout à fait splendide qui a pour thème Byzance, et donc en fait effectivement une foire à Byzance, et qui montre bien qu'on peut faire justement, encore une fois, c'est dans à l'intérieur de tous les sujets, on va trouver un prétexte à pouvoir se dénuder, montrer la beauté autant des modèles évidemment, mais aussi on souligne les commentateurs la beauté des garçons, etc. En fait, bref, tout ça se mélange joyeusement, et donc il y a aussi une des images qu'on reverra le plus souvent, c'est le gars qui tient une fille sur ses épaules, et ça qu'on retrouve quasiment presque tout le temps et dans tous les cartons. Et qui se déroulait dans le bal, parce qu'on dénudait souvent les jeunes femmes et on les portait sur les épaules en parade en quelque sorte. Alors l'idée aussi était de vous montrer que l'invitation au rire, c'est déjà ces cartons d'entrée au bal et leur thème. Donc là vous voyez un jeu de mots évident, Homère d'alors, pour parler de l'époque d'Homère. Et dès le carton, donc certaines recommandations donc sur Mon vieux, le bal des Quetzars ayant lieu le 26 avril à Trianon, tu es invité à t'y présenter en ton costume byzantin et accompagné de tes femmes.
les crétins qui auront des costumes loués ou des croquenots de ville seront saqués. Alors, ce sont des étudiants, donc l'idée, c'est pas de dépenser une fortune pour se déguiser, et l'idée est d'être créatif. Et toute cette créativité sera donc mise à l'honneur. Donc, on a tout intérêt à détourner des objets, on le verra, pour créer des costumes originaux. Alors, bon, on va pas lire le carton d'Homère d'alors, mais il y a toujours un champ lexical qui est utilisé et des mots qui viennent se glisser dans les petits textes, donc invitant à la fête. On va en décrypter un autre qui est difficile à lire, mais vous allez comprendre, très, très amusant. Il m'est ben doux de t'inviter. Alors, lisez bien, parce que moi, je vous le dis avec ce qu'on peut comprendre, mais les mots utilisés... Parce qu'il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a plusieurs niveaux de lecture, et donc des mots liés à la culture indienne qui vont se glisser dans le texte. Il m'est bien doux de t'inviter à notre Bali des Khazariens, qui aura lieu le 8 juin à 9h30 à Luna Park. Si tu aimes les Gandhars, vas-y, viens faire la bombe et aie goûté à ce vin divin qui est le soma et chanter à gorge déployée, donc chant d'Ernagor. Faut trouver d'abord ton costume. Si tu as une belle... Oh, pardon, c'est très difficile. Hein. Si tu as une robe authentique, porte-la. Sinon, fais-la toi-même. Faut pas être indécente. Tu peux très bien nous montrer tes bras nus ou ton épaule, mais va pas jusqu'à nous faire voir quel cul t'as. Garde au moins un jupon, dit chéri, car il calfeutre les fissures, même dans une nouba, il y a des règles. Au bas de ta carte Tikeya, exigible au contrôle, nous comptons que tu viendras. Donc on va trouver tout un champ lexical, Gandharva, Asvin, en fait c'est un prénom indien, Soma qui est une plante, un breuvage rituel qui est consommé par certains dieux en Inde, les Védas bien sûr, les textes sacrés, un certain nombre de lieux, de villes indiennes que vous avez reconnus. Voilà, c'est très cultivé en même temps. Oui. Alors, le bal se déroule quasiment donc, pendant 1892 à 1966, toujours de la même manière, avec un rituel immuable qui commence en fait, par plusieurs rituels immuables, et donc notamment le rassemblement dans la cour. Alors oui, il y avait une petite confusion. En fait, oui. On commence par se déguiser. Les préparatifs. Donc, en fait, déjà, les préparatifs durent quasiment 1 an, donc avec des concours pour avoir le thème, l'affiche, etc. Puis, chaque atelier va proposer une loge qui servira de décor dans la salle louée pour l'occasion. Donc, on voit ici des photos assez rares d'un atelier qui est en train de confectionner des décors et qui doit transporter dans une charrette ces décors jusque dans la salle louée. Alors, voilà un exemple de plan que tu vas peut-être commenter. Oui, alors il s'agit en fait du plan de la salle de l'hippodrome qui était une gigantesque salle qui pouvait contenir presque 10 000 spectateurs, construite en 1900, a été rasée et là, ça a après être devenu le Gaumont Cinéma de la place Clichy. Et en fait, puis un Castorama. Et aujourd'hui, oui, c'est un Castorama. Assez triste. Bon, toujours est-il que, en fait, ce que vous voyez, c'est un document qui est assez intéressant. Là, sur la gauche, on voit le plan des loges, les planchers. En fait, il y a vraiment une construction très importante. Les architectes sont là vraiment pour organiser et créer, en fait, toute la logistique liée au bal. Et alors vous voyez, bon, c'est une image qui est très tramée parce qu'elle vient de la presse, mais vous voyez le résultat, en fait, ce sont des décors gigantesques, qui font quand même plusieurs mètres de haut et qui occupent donc cette salle très grande. Alors on a très très peu de photos de ces décors parce que, j'aborde un élément important, les photos étaient interdites dans l'enceinte du bal. Bien évidemment, on voulait tenir secret tout ce qui s'y passait.
certaine culture de ce secret et un amour de la licence. Donc de toute façon, on n'aurait pas voulu qu'il y ait de preuves. Et donc on va avoir quelques rares photos, ici de 1937, avec un thème lié au Khmer, qui vont être donc des photos qui nous permettent d'avoir l'échelle. Vous voyez qu'il y a un personnage qui se trouve en haut dans la loge. Donc on voit qu'il y a plusieurs étages, souvent 5 mètres de haut pour ces décors. Ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin. Il faut vraiment concevoir ça. Vraiment des échafaudages, des toiles tendues, tout ce qu'on peut imaginer. Et ça me permet d'aborder aussi, dans cette partie d'excès, une petite salle, un petit recoin que vous voyez tout en bas, comme une sorte de niche qu'on appelait la salle de la paille, qui est en fait à comprendre comme l'endroit où vous pouvez aller vous reposer si vous avez trop bu ou consommer une rencontre. Donc c'est vraiment très libertaire et dans l'excès. Ça a été même conçu dans la salle comme tel. Voilà un autre décor, également des... Oui, alors l'éléphant, on ne sait pas trop de 37, mais celui-là date de 1914 pour la Grèce d'Homère et est conçu par Henri Rapin, architecte et décorateur, donc, qui a signé les cartons qu'on vous a montrés et qui était donc, il faut bien s'imaginer que ça faisait bien 7 mètres de haut, à peu près 7 mètres de haut, et contenait bien des guerriers grecs qui allaient donc se jeter sur Troie et sur toutes les filles environnantes. Alors donc, comme je vous le disais, comment fonctionne le déroulé de la soirée? On commence par se costumer et on peut faire ça à la maison. Il y a des photos très connues de brassailles de personnes se déguisant et on peut aussi faire ça dans l'atelier. Et donc là, j'ai sélectionné pour vous quelques costumes intéressants parce qu'on voit en fait qu'il y a des détournements d'objets qui vont forcément provoquer le rire. Donc, vous voyez cette grande grésille et cet abat-jour sur la tête qui va servir à se déguiser en assyrien avec sa belle barbe qu'elle a mistrée. On voit aussi ce bel hoplite qui va avoir un beau balai-brosse en guise de cimier de casque. Ou encore, donc, les photos sont progressive, il y a environ 20 ans de différence entre chacune. Donc vous voyez qu'en fait, l'esprit reste et cet humour est toujours développé de la même façon. Donc le dernier a un panier à salade sur la tête. Alors des fois, là on a un groupe pour le bal médiéval de 1910. On voit qu'à chaque fois, il faut faire... Et on fabrique les armes, on fabrique tous les détails. Il y a vraiment... on pousse très très loin le soin apporté au costume, réellement. Et pour cela, en fait, on donne des indications, des affiches qui sont placées dans les ateliers pour dire aux élèves, attention, un Khmer, c'est pas comme un Indien, donc on donne des indications, des tuyaux, des modèles, des poncifs qui vont servir d'inspiration pour se créer son costume. Donc c'est ce qu'on appelle des affiches tubards, donc donner des tubes, donner des tuyaux. Donc je vous le disais, rassemblement d'abord dans les ateliers pour se préparer. Donc là, on voit qu'ils sont installés sur les tables de travail. On reconnaît les équerres, les papiers, les rouleaux, la bibliothèque de l'atelier. Et ils vont donc se livrer à certaines séances de photos. Puis, tous les ateliers se retrouvent dans la cour de l'école des Beaux-Arts, dans un grand rassemblement. Là, vous voyez une foule immense de gens costumés. Et qui, vous voyez, en fait, très vite, lance, en fait, il y a un effet de foule, il y a ceux qui, très vite, vont lancer les provocations un peu plus loin. Et on voit ici, effectivement, un aspect, les commentateurs, ces photos sont assez célèbres, ont été reproduites dans la presse, et voilà, un aspect étrange de la fontaine, puisqu'il y a, vous voyez, il y a un jet d'eau supplémentaire, on va dire, et des figures supplémentaires. En fait, ils deviennent des sculptures eux-mêmes vivantes et ils partent de l'école des Beaux-Arts et ils montent dans la capitale. Alors jusque-là, ils n'étaient qu'entre eux, mais arrive le moment où ils sortent de l'école et donc on va voir des hordes de barbares ou de mercenaires déferler dans les rues de Paris avec tout armés, avec des femmes. Et donc ça va forcément créer une attraction terrible qu'on retrouve dans tous les articles de presse, qui a beaucoup marqué le paysage parisien, y compris dans la littérature, les arts du spectacle, etc. Et donc c'est le moment où la foule va les voir. C'est le point donc,
de contact, et c'est là où on va donc trouver des photos tout à fait étonnantes. Là, sur un pont disparu, le pont conçu par Hume Domstock sur la Seine disparu. Il y a aussi des photos au Louvre, ou juste à côté, une photo prise à l'Opéra Garnier, parce qu'il y a quelques passages obligés, quelques arrêts auprès de maîtres célèbres. Voilà, où il y a un commentateur qui disait effectivement que la danse de Carpeaux s'agrémente de nouvelles figures non prévues par le sculpteur. Et, là, on voit aussi que la police est quand même toujours un petit peu aux aguets et vient essayer de faire attention, notamment à ce que cet éléphant-là, voilà, rejoigne ses camarades et ne s'éparpille pas trop. Alors oui, cette photo est intéressante parce qu'on voit justement que le comique réside dans le décalage. Être tous ensemble déguisés en sauvages, c'est pas très grave, mais lorsqu'on l'est dans la vie réelle, face à l'agent de police, face à la mère de famille, c'est une autre chose. Et quand on sait d'autant plus qu'on n'a pas un beau costume, mais qu'on a un panier à salade sur la tête, c'est encore plus drôle. Et bien sûr, on va avoir beaucoup de sources policières qui vont nous évoquer tout ce qui s'y passait et le contrôle lors de cette traversée de Paris. Là, alors pour aller au bal, on peut employer tous les moyens. Il y a on marche à pied, ou alors on prend effectivement les taxis, et il y a effectivement toutes ces arrivées à travers la ville qui marquent les différents. Alors, il y a même certaines années où on va louer des animaux. Et dans les années 60, j'ai rencontré un des derniers organisateurs du bal qui a fait quand même École des Beaux-Arts, Porte de Versailles, à d'autres de Dromadaire. Et donc, là, par contre, pour entrer dans le bal, il faut non seulement être muni d'un des cartons que vous avez pu voir, mais il va falloir passer un contrôle. Le contrôle, c'est la garde noire, c'est-à-dire une équipe donc de gros bras, bien choisi par le comité qui va regarder chaque personne qui rentre et voir s'il n'y a pas d'intrus. En fait, oui, l'idée est on est dans le thème du rire entre soi. Pour éviter les désagréments, les problèmes, les plaintes, on voudra que les seules personnes qui pénètrent dans le bal sont des personnes qui peuvent comprendre cet humour et ses excès. Donc, la garde-nard sera en charge de voir si la personne est conforme ou pas. Donc, si vous avez un costume loué et qu'on voit que vous êtes plutôt le bon bourgeois qui cherche à s'encanailler par rapport à l'ami d'un artiste qui aurait su, avec les bons tuyaux, comment se déguiser. Il y a donc un filtre qui est opéré et un principe assez intéressant pour l'entrée qui s'appelle la chicane. Alors, par lui-même, il est intéressant, on n'en a pas d'image, mais vous pouviez obtenir, parfois à grands frais, un carton, non pas d'invitation, mais un carton d'entrée, puisque vous l'avez payé, et vous voir refuser l'accès. Mais c'est de façon assez subtile, parce que les Quetzars ont de l'humour. Et ils vont jouer sur cette idée de l'entrée. Vous allez venir avec votre dame, on va lui dire de prendre la porte de droite et vous la porte de gauche. Elle va se retrouver dans l'enceinte du bal. On va bien sûr un petit peu la déshabiller pour qu'elle soit un peu plus dans le ton. Tandis que vous allez en fait emprunter un couloir qui va vous faire sortir dans la rue d'à côté. Alors, pour que les différentes personnalités du comité, les responsables, soient repérés, ils vont créer très vite des plaques qui sont fondues. C'est des véritables œuvres d'art qui font l'objet de collections passionnées aujourd'hui et qui représentent donc les thèmes du bal et qui permettent de retrouver une sorte de hiérarchie, je dirais, imaginaire, drôlatique, mais en même temps qui permet quand même je pense, de cadrer certains excès ou certaines choses, de pouvoir discuter en cas avec les problèmes. Alors oui, en fait, là, c'est vraiment le principe du carnaval. On va avoir un autre ordre pour la fête. Donc c'est une autre hiérarchie. Le président du bal, c'est un petit peu la figure de carnaval, celui qu'on essaye de brûler à la fin de la fête, les fêtes de fous, enfin, vous connaissez tous ces éléments. Et là, c'est un peu la même chose. On va avoir le président du bal, le comité d'honneur, donc souvent fait d'anciens organisateurs, et le comité réel qui a œuvré l'année en question, avec à l'échelle en dessous des délégués liés à chaque atelier, donc un délégué par atelier, et donc tous vont revêtir ces plaques très impressionnantes donc on voit leur échelle en fait là en mettant les personnages et qui vont être de superbes critères de datation pour les photos, vous l'imaginez, et ça me permet aussi de vous revenir sur le fait qu'un bal costumé, ce n'est pas comme un bal masqué.
Dans un bal masqué, on dissimule son identité. Dans un bal costumé, on est un autre le temps d'une nuit. Et en fait, c'est ça, lorsque j'ai pu rencontrer d'anciens présidents de bal, etc., ils m'ont dit, le temps d'une nuit, j'étais Hannibal. Et c'est ça, le bal des Quat'z-Arts, c'est un autre temps, un autre espace-temps, celui de la fête. Donc voilà, encore une autre... Alors, on va devoir accélérer parce qu'on est Oui, quasiment à la fin. Alors, on a une des rares images qui montre l'intérieur du bal. Et pour finir, on voulait évoquer cette histoire de certains humours, un humour un peu particulier aussi propre au bal, qui a un humour assez macabre. Nous sommes ici au Skating, rue d'Édimbourg, en 1913. Et vous voyez la taille des décors et aussi l'ambiance des décors. Donc en fait, vous avez des corps, des intestins, des têtes coupées qui agrémentent en fait la charpente. Voici encore des têtes coupées tout autour sur le costume là, donc, de cet architecte Paul Tissier avec sa compagne, vous voyez, recouvert de peau de bête. Encore là, donc, ce sont les cartons qui accompagnaient cette soirée. Et vous voyez, des thèmes comme ça autour de la torture, des viols, enfin des villes, genre les Gaulois qui arrivent dans Rome, etc. Tout ce genre de thèmes vont se retrouver sans cesse. Et il y a quand même un côté, vous voyez, presque qui va préfigurer Harakiri, Charlie Hebdo, ce type d'humour très limite parfois. Il y a une fascination pour les mercenaires, donc, qui vont avoir aussi bien le butin que les femmes. Et c'est un des éléments d'ailleurs très intéressant des grands moments dans l'enceinte du bal. Alors, comme je vous l'ai dit, on n'en a pas de photo, mais là, on a une composition picturale du salon de 1903 par Abel Truchet. J'ignore où est le tableau à l'heure actuelle, mais on en a une représentation ici. Donc, pour nous donner une idée de ce qu'était ce bal des Quat'z-Arts, qui ouvrait par la musique, l'hymne de l'école, le Pompier, ainsi qu'un grand air que vous connaissez tous, Aïda de Verdi, l'air Les trompettes d'Aïda. Donc, imaginez-vous dans cet univers les opéras avec ces multiples figurants, et bien là, le temps d'un défilé dans la salle, tous ces guerriers vont aussi être un petit peu comme ces figurants d'opéra, tous acteurs de cette fête, puisque personne n'aura le droit d'être spectateur dans cette fête. Il va aussi y avoir un certain nombre de concours de beauté, de loges et des remises de prix qui vont être donc une sorte de miroir déformant de ce système de prix et de récompenses qu'il y a à l'École des Beaux-Arts. Au petit matin, faut bien revenir. Donc là aussi, il y a toute une tradition en fait de ce retour. On voit, là je pense qu'on peut faire défiler les images. C'est les derniers personnages qui s'égayent, et là encore beaucoup de fois la nudité qui se laisse aller, et encore une fois la fontaine qui devient le lieu de rassemblement final du bal. Dans la terminologie Quat'z-Arts, il y a la montée, donc le moment où on va au bal, et la descente, qui nous rappelle bien sûr, dans la terminologie du carnaval parisien, la descente de la courtille, qui était le retour des bals de barrière, donc des bals environnant Paris, donc le retour de ces bals après la nuit de carnaval. On a le même principe, et donc des moments forts et des endroits où on va se retrouver. On va pouvoir traverser la Seine à la nage ou se retrouver dans les fontaines de la Concorde. Et si vous avez vu Un Américain à Paris, qui évoque le bal des Quat'z-Arts, ce grand ballet de Gershwin, où on voit dans des fontaines de la Concorde reconstituées dans les studios d'Hollywood, ce ballet, c'est véridique, les Quat'z-Arts se rendaient dans les fontaines. Alors on va en gros avoir 1 minute pour finir sur une dernière chose. L'évocation en fait de Paul Tissier, président du bal de 1909 en fait à 1913, c'est pas très décidé, mais là on le voit dans un costume. Vous voyez aussi toujours cette récupération de vieux rideaux, de tout ça, mais qui fait l'allure magnifique. Le voici avec ses amis de l'atelier André en train de constituer des décors en papier mâché. Et le voici dans la cour du Murier, à l'École des Beaux-Arts, avec quelques amis, je suppose, au petit matin du bal de 1909. Et il est en fait au-dessus de la jeune fille très dénudée, voilà, avec sa tête, on voit juste sa tête, à côté du barbu. Alors,
ce qui est intéressant là, c'est qu'effectivement, il a été marqué par ce bal, marqué complètement par son organisation, et dans les années 20, bien des années après, il a proposé une sorte de reconstitution de ce bal des 4 arts, de ce bal d'artistes qui fascinait, dans lequel on ne pouvait pas rentrer, et donc il en a fait une proposition aux grands hôtels de Nice, à la Société des grands hôtels de Nice, qui ont fait des fêtes. Il se trouve que les décors ont été conservés, donc il y en a aujourd'hui 400, et qui nous permettent d'avoir enfin peut-être une idée de ce que pouvait être le bal des 4 arts et de cette organisation. Donc en quelque sorte, il a adapté. Alors la nudité, vous voyez, est quand même là, mais pas aussi forte ou pas aussi provocatrice que les 4 arts, mais d'une certaine manière, c'était encore une façon de prolonger cette expérience. En fait, pour cet exemple d'architecte, juste pour finir, il se sert de son expérience au bal des 4 arts pour en faire un des pans de sa carrière, mais la valeur de ces fêtes ne sont pas vraiment les mêmes, ce sont des commandes, alors que le 4 arts, c'est une fête que la communauté des artistes s'offre à elle-même. Et je vais reprendre la parole de Daniel Fabre, décédé cette année, et grand spécialiste du carnaval, qui disait justement qu'il y avait un décalage entre ces plaisirs qu'une communauté va s'offrir à elle-même et une fête qui va être comme un spectacle attractif, donc une fête marchandise. Et là, on est, même si ça ressemble beaucoup, dans une fête qui a une autre valeur. Voilà. Je propose de terminer sur cette image réjouissante.